Bonjour à toutes et tous. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, merci de vous être connectés ce matin. Donc, bienvenue à notre huitième brunch radical. J'espère que vous avez votre café avec vous. Donc, on va passer une heure là sur, sur la question de la défense des droits des personnes migrantes. Mais d'abord, vous rappelez que le brunch radical est enregistré et que vous pouvez vous mettre vos questions dans le chat. Donc, les brunchs radicaux sont proposés par un collectif qui s'appelle Radicalement Vôtre, qui est un collectif externe et interne au Parti des écologistes Europe Écologie Les Verts et qui prône une ligne radicale construite autour du féminisme, de l'antiracisme, de l'anticapitalisme et qui prône aussi une union à gauche la plus large possible. Donc, cette semaine, on va parler de la question des défenses des droits des personnes migrantes. Je suis moi-même élu conseiller des Français de l'étranger basé à Londres et ce sujet d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur, étant moi-même immigré au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans, dans un pays où la question migratoire est depuis quelques années au centre de l'actualité, avec successivement le vote sur le Brexit, il y a pratiquement 10 ans, les entrées clandestines à travers le Pas-de-Calais, les expulsions vers le Rwanda et tout récemment la décision par le gouvernement travailliste il y a 2 semaines, d'interdire la citoyenneté à la plupart des personnes entrant illégalement au Royaume-Uni. Donc, en ce qui concerne la France, en 2024, on a eu les chiffres il n'y a pas très longtemps, il y a 153 000 demandes d'asile ont été enregistrées à l'OFPRA et beaucoup d'entre eux ont à craindre pour leurs droits, tant leur situation est précaire et tant les politiques sont inquiétantes un an après la loi Asile et Immigration et puis l'arrivée de ce gouvernement avec Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et nous avons deux intervenantes aujourd'hui pour parler donc de cette question de la situation de la défense des droits des personnes migrantes. Mais je vais laisser Cécile, la co-modératrice aujourd'hui, qui est elle-même co-responsable de la commission immigration dans notre parti des écologistes. Donc, Cécile, je te donne la parole. Merci Rémi. Bonjour, je suis Cécile Afagnan, je suis membre aussi du collectif Radicalement Vôtre. Je suis militante des écologistes à Paris dans le 20e arrondissement et je suis effectivement co-responsable de la commission immigration du parti Les écologistes. Donc c'est une commission thématique qui traite de toutes les questions politiques migratoires et surtout de politique d'accueil puisque chez les écologistes on envisage évidemment cette question sous l'angle comment est-ce qu'on accueille les personnes en exil et non pas comment est-ce qu'on va réussir à, à les repousser et à construire des barrières en espérant que ça les dissuade de venir, ce qui n'a absolument jamais fonctionné. Et puis rappeler que la question de l'immigration, c'est aussi évidemment une question totalement écologiste, puisque dans l'écologie politique, on ne pense pas la société juste dans la limite de nos propres frontières, mais on envisage bien sûr le monde dans sa globalité. Donc aujourd'hui, on a deux invités engagés pour les droits des personnes migrantes, avec deux positions différentes. Une plutôt sur le côté institutionnel, puisqu'on a Floriane Varieras, qui est adjointe à la maire de Strasbourg, adjointe à la ville inclusive et au soutien aux personnes vulnérables. Donc, il va pouvoir nous parler de tout ce qu'elle met en place à Strasbourg. Et Ophélie Madinier, responsable de plaidoyer à France Terre d'Asile, donc plutôt pour un côté d'engagement associatif. Je vais commencer par vous laisser à toutes les deux la parole pour vous présenter un petit peu plus. Donc, Floriane, est-ce que tu peux présenter ta délégation, ce que tu fais auprès des personnes vulnérables à Strasbourg, et puis tu nous parlais de l'évolution de la politique municipale aussi depuis ton élection. Et ensuite, Ophélie, te présenter toi-même, présenter l'organisation pour laquelle tu travailles et le plaidoyer que vous portez à France Terre d'Asile. Très bien, merci beaucoup Cécile et Rémi pour l'invitation et pour l'introduction. Je suis très contente d'être parmi vous. Donc Floriane Barriera, je suis adjointe à la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian depuis 2020, le moment où elle a été élue. Avant 2020, à Strasbourg, c'était une majorité socialiste qui en 2017 s'est éclatée en plein de morceaux différents entre les macronistes et les socialistes qui sont restés socialistes, et avec les écologistes qui étaient en minorité dans la majorité. Et en 2020, du coup, les écologistes ont gagné la ville de Strasbourg en étant sur une liste où il y avait beaucoup de citoyens, citoyennes non encartés, dont je fais partie, mais aussi Génération, Place Publique et d'autres partis qui sont un peu dans cette idée d'union de la gauche.
de l'Union de la gauche. Tout ça pour dire qu'avant 2020, il y avait Marie-Dominique Dressé qui était adjointe écologiste en charge des solidarités et qui avait poussé, qui avait un engagement et qui a toujours un engagement très fort pour le droit des personnes migrantes, qui avait poussé pas mal de choses, notamment que la ville de Strasbourg signe un manifeste pour la ville hospitalière. Mais, euh, mais elle se rendait compte aussi que, bah, en étant minoritaire dans une majorité, on peut pas faire autant de choses que ce qu'on aimerait faire. Et donc, à partir de 2020, bah, là, on avait pour le coup un champ des possibles qui était beaucoup plus grand, avec Jeanne Barséguian, qui est complètement convaincue sur ces questions-là et qui porte assez fortement d'ailleurs les questions de solidarité. Elle est coprésidente de l'Envitage, on en reparlera plus tard avec Damien Carême. Et voilà, elle a toujours tenu, depuis qu'elle est élue, des engagements sur un triptyque écologie, solidarité et démocratie. Et du coup, le droit des personnes migrantes, comme les droits humains globalement, sont au cœur de ce programme. Et, euh, et du coup, depuis 2020, on a pu faire plus de choses et en même temps, on constate que la situation s'est fortement dégradée, même par rapport aux années précédentes. Alors, il y a eu ce moment un peu bizarre du Covid entre 2020 et 2022, où là, pour le coup, l'État, en tout cas pour ce qui est de Strasbourg et du Bas-Rhin, l'État a mis à l'abri énormément de personnes. Et puis, l'autre fait bizarre, c'était aussi que les flux migratoires étaient un peu réduits quasi à zéro, pendant en tout cas presque une année. Donc il y a eu, nous, il y avait un moment donné où il n'y avait plus du tout de sans-abri, de personnes sans-abri dans la ville de Strasbourg. Et je parle des personnes sans-abri, même si les personnes migrantes ne sont pas forcément des personnes sans-abri, mais parce que pour le coup, c'est là-dessus que nous, on voit une dégradation très forte en tant que ville. C'est que autant avant, les campements existaient, mais là, on est sur des campements qui se multiplient et qui s'ajoutent les uns aux autres avec des évacuations qui existent tous les 3 mois, alors qu'avant c'était peut-être une évacuation une fois par an. Donc une dégradation qui se dégrade dans l'accès aux droits pour les personnes migrantes, un non-accès à l'hébergement d'urgence pour une grande partie d'entre elles. Et je parlais des campements, mais c'est aussi la composition des campements qui a changé. Nous, de plus en plus, on voit des personnes qui ont le statut de réfugiés et qui sont dans des campements. On a donc Strasbourg, ville frontalière, on a des choses un peu particulières par rapport à d'autres territoires, mais en tout cas, on a énormément, par exemple, de personnes qui viennent d'Afghanistan et de Syrie qui se retrouvent en campement malgré qu'elles aient le statut de réfugié. Et un État qui, face à ça, fait un peu la sourde oreille et en tout cas n'entend pas changer son fusil d'épaule sur la politique de mise à l'abri et au contraire durcit toujours davantage les conditions d'accès à l'hébergement d'urgence et même conditions d'accès aux droits parce que pour le coup c'est pas une spécificité strasbourgeoise mais la difficulté des personnes pour pouvoir avoir un rendez-vous à la préfecture s'accroissent un peu année après année, voire mois après mois. Ça fait pas d'ailleurs partie d'un rapport du Défenseur des droits qui montre que il y a eu une réduction trop drastique. Je crois que même la Cour des comptes avait fait un rapport sur ça. Réduction trop drastique des moyens humains dans les préfectures et du coup de moins en moins de personnes pour pouvoir accueillir les personnes qui veulent un rendez-vous et s'ensuit un, un mauvais traitement administratif, voire voire un traitement dégradant pour certains cas. Voilà globalement le panel. Et je ne vais pas être plus longue sur ce contexte global. On pourra revenir après sur ce qu'on a pu mettre en place avec Jeanne. Merci Floriane. Donc, on va se tourner maintenant vers Ophélie de France Terre d'Asile. Si tu veux te présenter et nous dire un petit peu ton parcours, etc. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc, Ophélie Madinier, moi je suis responsable du plaidoyer chez France Terre d'Asile, donc basée au siège social à Paris. Ça fait 5 ans que je travaille dans l'association. J'ai d'abord travaillé sur la protection des mineurs isolés étrangers, puis auprès de la directrice générale. Et maintenant, du coup, je suis en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer de l'association. Donc rapidement, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas, et c'est normal, France Terre d'Asile, c'est une assez grande association qui héberge et accompagne les demandeurs d'asile, les réfugiés, les mineurs isolés étrangers et qui intervient également en centre de rétention administrative auprès des personnes retenues pour les aider à exercer leurs droits, leur donner des conseils juridiques. Donc on a des établissements un petit peu dans toute la France, enfin pas dans toute la France, mais sur une bonne partie du territoire et on assure des missions d'intérêt général
En gros, pour situer un peu l'association dans l'écosystème associatif, nous, on est financé beaucoup par l'État et par les départements pour l'hébergement de toutes les personnes exilées que je viens de citer. Et en même temps, on fait du plaidoyer, ce qui nous place un petit peu à mi-chemin entre des opérateurs de l'État comme Coalia, Adoma, Aurore, le groupe SOS, etc. et des associations beaucoup plus militantes enfin un peu plus militantes, mais comme la CIMAD, Médecins du Monde, le Secours catholique, etc. Donc pour revenir au plaidoyer, nous, nos activités de plaidoyer, elles s'articulent autour de 4 activités. Il y en a une qui est essentielle et qui détermine tout le reste, c'est la construction de ce qu'on appelle, c'est pas un très beau mot, mais notre expertise. C'est-à-dire se baser en fait sur ce qui se passe sur le terrain, sur l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés, suivre l'évolution de leurs droits, comment ça impacte leurs conditions de vie, comment ça impacte leurs conditions d'accueil et d'intégration, pour nourrir notre plaidoyer et faire élaborer nos recommandations. Donc ça, c'est une dimension essentielle qui est articulée bien sûr à notre lecture politique et juridique de l'évaluation des politiques publiques. Euh, Ensuite, il y a la dimension plaidoyer auprès des pouvoirs publics directement. Donc ça, c'est quand on interagit avec le ministère de l'Intérieur, avec les départements, avec les parlementaires. On porte des amendements, on porte des documents de plaidoyer avec des recommandations, etc. On participe à des auditions aussi. Je vous donnerai des exemples, bien sûr, si vous voulez. Il y a la dimension média également. Donc, on communiqué de presse, tribune, réponse à des interviews. On essaye en gros de faire infuser auprès du grand public les positions qu'on défend, les solutions de politique publique et enfin voilà de défendre les droits des personnes exilées de manière plus vocale. Et il y a la sensibilisation auprès du grand public où là on va intervenir dans les écoles, les universités, faire des journées portes ouvertes, faire en sorte aussi que les habitants, par exemple, des villes et des villages dans lesquels nos centres d'accueil sont implantés, et des échanges avec les personnes accompagnées, avec les demandeurs d'asile et les réfugiés. Voilà. Et on est en train aussi d'expérimenter une nouvelle méthode de plaidoyer qui s'appelle le contentieux stratégique. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais bah, d'ailleurs, enfin, ça fera écho, je pense, avec ce que racontait Floriane, mais on vient de porter plainte contre l'État, de porter 2 recours sur l'hébergement et le logement avec une quarantaine d'associations, le collectif des associations pour le logement. C'est une affaire qui s'appelle l'affaire non-assistance à personnes mal logées et qui s'inspire de l'affaire du siècle, donc ça doit vous parler aussi, je pense. Et ça fait suite notamment un recours sur l'hébergement qui avait été porté contre l'État par des municipalités, dont, il me semble, Strasbourg. Voilà, et sur les sujets qu'on porte, bon, il y en a une foultitude. Il y a beaucoup de choses qui font déjà écho au constat que Florian a évoqué sur le sans-abrisme des demandeurs d'asile et des réfugiés, avec la suppression de places d'hébergement. Enfin, on constate évidemment exactement la même chose sur la dématérialisation des titres de séjour, où du coup l'accès aux préfectures est hyper difficile, il y a des ruptures de droits, etc. Sur les mineurs isolés étrangers aussi. Mais bon, je vous laisserai peut-être préciser ce sur quoi vous avez envie de m'entendre. Merci Ophélie. Ah, attends, est-ce que j'ai regardé? Merci Ophélie. Alors, je vais revenir vers toi, Floriane. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les principaux défis qui se présentent à vous, à la ville de Strasbourg? Nous parler un petit peu des conditions d'existence des personnes migrantes à Strasbourg. Et puis, on se demandait aussi, on sait que l'action d'une ville, elle n'est pas forcément, enfin, on peut pas, en tant qu'élu municipal, on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on a envie de faire, puisqu'il y a un cadre juridique qui malheureusement est parfois trop contraignant. Donc, du coup, on aimerait bien savoir quelles sont les relations que vous avez avec le ministère de l'Intérieur et la préfecture. Euh, Vaste question sur la relation avec la préfecture, mais et encore plus avec le ministère de l'Intérieur. Non, mais tout à l'heure, je disais qu'il y avait cette volonté d'agir de Jeanne Barseillon, la maire de Strasbourg, qui était forte. Et en effet, en fait, en tant que ville, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de compétences. On n'a pas la compétence de l'hébergement d'urgence. On n'a pas la compétence de pouvoir délivrer ou non des titres de séjour. Donc, il y a on va dire que les déterminants les plus forts sur un accueil digne des personnes,
bah, on n'a pas beaucoup de manettes dessus. Par contre, on peut faire quand même énormément de choses et on peut favoriser l'intégration des personnes qui arrivent sur le territoire. Et ça, on a plein de façons de le faire. Euh, Déjà en n'ayant pas de politique municipale discriminante a priori. Je pense par exemple aux aides sociales communales qui sont des aides facultatives que on a au début au début du mandat ouvert à toute personne. Au début, c'était conditionné au fait d'avoir un titre de séjour en règle ou la nationalité française. Et donc, on a pris la décision de retirer cette clause-là, mais d'au contraire plutôt parler d'habiter à Strasbourg et pas forcément d'avoir un titre de séjour. C'est aussi la création de dispositifs de répit et d'idées spécialisées sur les personnes en exil. On a ouvert un lieu qui s'appelle La Trêve, T apostrophe rêve, qui est vraiment un très beau lieu qui est géré en régie par la ville de Strasbourg et voilà, qui accueille les personnes qui sont migrantes au sens large et en tout cas avec un accueil inconditionnel, mais où l'équipe est spécialisée sur ces questions-là. Et je disais un lieu de répit et d'idées parce que les personnes peuvent venir se reposer, certes, mais c'est aussi un lieu qui est à disposition des associations pour faire des manifestations de sensibilisation du grand public et d'avoir cette action-là plus portée sur l'extérieur. Je pense par exemple au 14 février, il y a les amoureux du banc public qui ont fait un bal des amoureux à la Trêve. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses que les villes peuvent soutenir. Et je pense aussi à la refonte de la tarification solidaire que l'on a mis en place depuis septembre. Ça nous a pris un peu de temps parce que c'est des grosses machines, mais par exemple pour les services publics payants des collectivités, je pense à la cantine scolaire, le plus connu, mais ça peut être les médiathèques, accès piscine, patinoire, enfin, toutes ces choses-là. Et ben nous, on a mis en place une tarification solidaire qui est pas, qui vaut pour toutes les personnes qui ont le droit, enfin, qui prennent un service public payant, mais avec une spécificité de si les personnes n'ont aucune ressource, par exemple, la cantine est gratuite. Et en fait, les personnes qui ont aucune ressource, on sait très bien que c'est les personnes qui sont sans papier ou en tout cas dans des situations administratives un peu floues, on va dire ça comme ça. Et puis, enfin, la collectivité a aussi un pouvoir par des compétences, la compétence générale, et donc on peut aussi créer des places d'hébergement d'urgence. Nous, c'est le souhait qu'on a fait dès la campagne, et du coup, aujourd'hui, il y a quasiment 1000 personnes qui sont hébergées par la ville de Strasbourg et la métropole, ce qui est énorme, mais en même temps, ce qui est une goutte d'eau dans l'océan, parce que on n'est pas décisionnaire sur l'ensemble de cette politique-là, et on voit bien que ça nous permet de mettre, je dis souvent, on met un pansement sur une jambe de bois, parce que tant que le système n'est pas refondu, de toute façon, voilà, on va éviter le pire, mais on fait pas beaucoup plus. Voilà pour les grosses actions qu'on a pu faire, mais en fait sur l'accueil des personnes migrantes. Donc là, je parle surtout des plus vulnérables, mais à Strasbourg, on est une ville qui est très cosmopolite. Il y a 18% de la population strasbourgeoise qui est née à l'étranger. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas de nationalité française, mais 18% c'est quand même un gros pourcentage, c'est quasiment un cinquième, mais notamment du fait qu'il y a toutes les institutions européennes qui sont à Strasbourg. Et donc la plupart des personnes sont de nationalité européenne ou aux alentours. Et ce qui fait qu'il y a déjà cette culture assez forte de l'interculturalité et des échanges culturels qu'il peut y avoir entre les cultures européennes d'un côté, mais aussi de culture internationale de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que la ville peut impulser, enfin que les villes peuvent impulser aussi sur leur territoire. Et je pense que ça participe au fait de se sentir accueilli et au fait de se sentir le bienvenu ou la bienvenue dans une ville. Et c'est un peu tout ça, en fait. C'est comment on arrive et donner ce message-là et en tout cas travailler sur ce ressenti. Et en même temps, pour les personnes les plus vulnérables, essayer de pouvoir apporter des réponses et de porter un plaidoyer. Ophélie, tu le disais, la maire de Strasbourg a lancé en fait le recours il y a 2 ans contre l'État pour ses carences en termes d'hébergement d'urgence et a rencontré d'ailleurs à l'époque le Conseil des associations unies qui s'est renommé il n'y a pas longtemps, mais sur ces questions de pouvoir porter des plaidoyers à l'échelle nationale sur sur les questions de l'hébergement et du mal logement des personnes qui sont en fait
qu'à 90% des personnes qui sont issues de l'immigration ou migrantes elles-mêmes. Merci Floriane. Et ben justement, on va peut-être faire le lien avec Ophélie. Donc tu nous parles du plaidoyer, du fait qu'il y a eu un plaidoyer par la maire de Strasbourg sur les questions d'hébergement. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, Ophélie, là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, sans détailler sur, enfin, je veux dire l'action de la maire de Strasbourg, parce que Floriane le fera mieux, mais sur la question de l'hébergement, on est vraiment sur un énorme sujet, à la fois pour les demandeurs d'asile, les réfugiés. Enfin, on est dans ça fait longtemps que l'hébergement des demandeurs d'asile est complètement incomplet en France, que ce qu'on appelle le dispositif national d'accueil, c'est-à-dire le nombre de places d'hébergement est insuffisant, même s'il faut reconnaître qu'il a beaucoup, beaucoup augmenté au niveau national depuis 2015, mais ça a toujours été très en deçà des besoins. Et là, on est confronté à une situation qui est encore plus difficile qu'avant parce que, en gros, on estime qu'il y a environ 30%, enfin, ouais, il y a même 35% des demandeurs d'asile qui bénéficient des conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire auxquelles on a reconnu le droit à l'hébergement et à une allocation de demandeurs d'asile, qui sont pas hébergés du tout. Donc, ça fait déjà enfin, 30 à 40 000 personnes, en gros. Donc, c'est pas forcément des personnes qui sont toutes à la rue, mais c'est des personnes qui vont enfin, qui peuvent être prises dans des réseaux de traite des êtres humains et qui peuvent être victimes de marchands de sommeil, des personnes aussi parfois qui sont hébergées par leur communauté, parfois dans de bonnes conditions, parfois dans de mauvaises conditions, enfin, voilà. Euh, donc, il y a déjà, on avait déjà ce problème-là initialement, et en fait, là, le projet de loi de finances, donc, qui vient d'être adopté pour 2025, réduit de 70 millions d'euros environ le montant alloué à l'hébergement d'urgence enfin, l'hébergement des demandeurs d'asile, ce qui correspond à la suppression d'au moins 6 500 places d'hébergement. Donc, quand on sait qu'il y a déjà 30 000, plus de 30 000 personnes qui ne sont pas hébergées et qui se retrouvent potentiellement dans les campements que Floriane a évoqués à Strasbourg, enfin, dans des situations vraiment de précarité extrême. Donc, on aggrave en fait vraiment la situation dans laquelle on était déjà. C'est bien sûr des gens qui vont aussi essayer de se retourner vers l'hébergement d'urgence généraliste à travers le 115, qui lui-même saturé, donc pour lesquels ce ne sera pas nécessairement une solution. Donc, enfin, c'est une question qui a toujours été importante et la question de la qualité de l'accueil des personnes est un sujet depuis des années, mais de voir qu'en fait, on va vers une aggravation de la situation plutôt qu'une amélioration, c'est quand même hyper inquiétant. Enfin, là, les politiques publiques prennent vraiment le mauvais, enfin, une très mauvaise direction. Et ensuite, sur le recours auprès de l'État, donc avec le collectif des associations pour le logement, anciennement collectif des associations unies, on porte deux recours, un sur l'hébergement d'urgence. En fait, c'est des recours qui ont vocation à mettre l'État face à ses responsabilités, c'est-à-dire aux engagements qu'il a lui-même pris, soit au niveau européen, international, soit même au niveau de la loi française. Et donc, et sur l'hébergement d'urgence, en considérant, donc sur l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, mais aussi généralistes, en considérant que il y a au moins, enfin, quand on fait des expérimentations à l'instant T. Il y a au moins 6 000 personnes qui appellent le 115 chaque soir et auxquelles aucune solution n'est proposée, dont 2 000 enfants. Donc ça, c'est pour l'hébergement. C'est la responsabilité de l'État d'héberger ces personnes. Donc on l'attaque là-dessus. Et ensuite, pour le logement, qui a un recours distinct, c'est sur le DALO, en fait, sur le fait qu'il y a 95 000 ménages qui sont considérés comme prioritaires et urgents au titre du droit au logement opposable, qui devraient être logés par l'État et qui attendent depuis des années ce logement ou relogement. Et que donc, de la même manière, l'État répond pas à ses engagements. Et France Terre des Îles, on est partie prenante de ces deux recours parce qu'on accompagne les réfugiés vers le logement. Ils peuvent bénéficier du logement social et les demandeurs d'asile dans l'hébergement jusqu'à ce qu'il y ait une décision sur leur demande d'asile. Voilà, pour la partie hébergement. Et juste, je partage totalement le constat. Nous, on a aussi une maraude d'accès au droit à Paris, France Terre d'Asile, donc qui maraude sur tous les campements, parfois dans les squats, etc. Et l'évolution des enfin, les campements ont effectivement beaucoup évolué. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont réfugiées, parfois depuis plusieurs années, et en fait qui ont soit jamais été hébergées au moment où elles sont arrivées en France. Donc, il faut savoir que pour la majorité des demandeurs d'asile, la vie à la rue, c'est le premier contact avec la société française, ce qui
enfin, ce qui est quand même dramatique en termes de dignité humaine et ensuite, bien sûr, de perspective, enfin, d'insertion sociale. Enfin, et donc, il y a des personnes qui n'ont jamais été hébergées ou des personnes qui ont été hébergées pendant leur demande d'asile et qui, parce qu'en fait, elles n'ont pas pu accéder à un logement à l'issue de leur demande d'asile une fois qu'elles étaient réfugiées, enfin, se retrouvent à la rue dans les campements alors qu'elles ont des droits ouverts qui sont importants en tant que personnes réfugiées. Merci. Pour rester un petit peu toujours sur ces questions d'hébergement, alors Floriane, je ne sais pas si tu avais des choses à nous ajouter sur la relation avec le ministère, enfin avec la préfecture surtout, notamment liées aux questions d'hébergement d'urgence. Et puis, un peu en parallèle de ce recours lancé par les associations à Strasbourg et avec d'autres villes. Du coup, ça va peut-être un peu avancer sur la prochaine question qu'on voulait te poser sur les relations aux autres villes, mais c'est pas grave. Euh, Vous avez aussi lancé un recours contre l'État sur cette question du mal logement. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis, je ne sais pas s'il y a déjà des choses, si ça a déjà abouti à quelque chose ou si c'est encore en cours. Oui, on a fait un recours. Alors, je crois qu'on a mis 1 an pour le dépôt. Enfin, ça prend énormément de temps pour le déposer. Au début, on s'est d'abord rencontré avec les autres villes de gauche. Je vois que Harmonie est connectée, là, ma camarade de Bordeaux. Euh, et donc, on s'est d'abord réunis entre villes de gauche en se disant là, c'est pas possible. Donc, ça devait être fin 2022, je crois. Début 2023, on fait une rencontre. Enfin, la maire invite un peu tous les juristes de toutes les assos spécialisées, CIMAD, etc., pour voir quelles étaient les possibilités d'action sur le levier juridique pour la ville. Nos services juridiques travaillent à la chose aussi et on se rend compte que enfin, en tant que collectivité, le seul levier qu'on a sur un recours possible, c'est le recours contentieux. Donc en gros, de demander le remboursement, je schématise, hein, mais de demander le remboursement d'une facture que la ville aurait dû à payer pour pouvoir pallier les carences de l'État. Et donc là, nous, enfin chaque ville s'est organisée de son côté pour pouvoir monter le dossier sur les choses qu'on a pu dépenser pour pallier les carences de l'État sur l'hébergement. Donc, par exemple, la ville de Strasbourg, c'était la mobilisation d'un gymnase pendant plus de 6 mois où on a hébergé plus de 350 personnes, alors pas en même temps, mais en tout, 350 personnes y sont passées. Et donc, voilà, ça nous a coûté 1 million d'euros et on a demandé le remboursement de la préfecture à ce moment-là. Et chaque ville avait un peu ses spécificités avec les choses qu'elle avait pu mettre en place. Et donc ce recours-là, on l'a déposé toutes les villes ensemble il y a 1 an maintenant, et on n'a pas de réponse encore. C'est toujours en cours d'instruction, comme on dit. Le rythme de la justice risque de faire traîner un petit peu les choses. Je ne sais pas s'il y aura une stratégie de répondre en même temps ou pas. Je pense que si on croit à l'indépendance de la justice, on aura une réponse peut-être perlée entre toutes les, pour toutes les villes, parce que du coup, chaque ville a déposé dans sa juridiction et donc auprès du tribunal administratif. Mais il y avait vraiment cette volonté de le faire ensemble pour qu'il y ait un poids national et que ça soit pas juste une stigmatisation de les villes contre leur préfecture. Souvent, c'est ce qu'on nous dit, hein, arrêtez de faire le ping-pong et de vous renvoyer la balle. Chose sur laquelle moi je réponds que bah, c'est pas qu'on renvoie la balle, c'est juste que la balle elle n'est pas de notre côté sur l'hébergement et qu'à un moment donné, il faut que l'État assume. Voilà. Et pour qualifier nos relations avec la préfecture, je pense que nous, ce qu'on observe, c'est que la qualité du partenariat est vraiment hyper dépendante de quel préfet est nommé où. Bah, sur le Bas-Rhin, c'est pas super, c'est pas très agréable, mais par exemple, si on prend Bordeaux et la Gironde, je crois que ça s'est un peu amélioré. Et ce partenariat, il est quand même assez important parce que même si l'État n'a pas forcément tous les moyens disponibles pour pouvoir avoir une politique efficace sur l'hébergement et sur l'accueil digne des personnes, l'État décentralisé, donc les préfectures ou les DETS, et bah, si le partenariat se fait bien, on arrive à prioriser ensemble et à construire quand même des projets. Alors que si ça se fait pas bien, c'est juste très désagréable. Et à un moment donné,
quand les préfets sont convaincus par les propos de Retailleau, c'est compliqué pour nous derrière de pouvoir avoir des partenariats constructifs. Sur la relation avec le ministère de l'Intérieur, elles sont quasiment nulles, hein. On on n'est pas très optimiste et je pensais pas que je pouvais regretter Darmanin un jour. Donc voilà, on est un peu dans un moment de doute et en tout cas d'insécurité et d'inquiétude. Notamment, là, il y a la prochaine marotte, ça va être l'AME, donc l'aide médicale d'État. On sait que c'est un sujet en tant que tel pour Retailleau. On espère que ça ne passera pas et que ça sera pas remis sur la table, même si on sait qu'il y a de gros doutes au vu de la montée de l'extrême droite et en tout cas des accords qu'il y a entre le gouvernement actuel et l'extrême droite sur tout un tas de sujets, notamment liés à l'immigration. Euh, voilà. Donc, nous, notre plaidoyer, il est très pas dans la confrontation, mais en tout cas, on essaye de remettre un petit peu l'église au milieu du village sur ces questions-là, tout en faisant, et voilà, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, tout en essayant de colmater tant que possible les choses dans nos territoires, mais on est hyper limité en fait, et s'il n'y a pas, enfin, faut vraiment qu'il y ait un changement au niveau gouvernemental pour que les choses puissent s'améliorer, même si je pense que notre réseau de ville permet de pouvoir assurer au moins le minimum décent pour plusieurs milliers de personnes. Et le réseau de ville, peut-être qu'Harmonie pourra en dire un mot tout à l'heure, mais il est hyper important pour nous, pour avoir cette voix nationale, pour être aussi témoin qu'un accueil digne est possible, pour être aussi témoin de se dire arrêtez avec vos lubies, dans les territoires ça se passe comme ça, parce qu'en plus quand les gouvernements prennent des décisions pour restreindre l'accès à l'hébergement d'urgence ou pour restreindre l'accès au rendez-vous X ou Y à la préfecture, bah, c'est dans les villes que les campements se forment, que les files d'attente s'allongent, que tout ça se concrétise en fait et qu'on voit la précarité augmenter. Et donc nous, on est témoins de ce qui fonctionne pas, mais aussi on peut être témoin de ce qui peut fonctionner. Et c'est aussi l'intérêt de l'ANVITA, l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Donc je fais le lien avec la question sur les partenariats. Donc je disais, Jeanne Barséguin, elle est coprésidente de cette association. C'est une association qui regroupe quasiment 90 collectivités. Alors normalement c'est à partisans, mais en fait c'est plutôt des collectivités de gauche, même s'il doit y en avoir une ou deux qui sont de centre droit. Et donc c'est une association qui porte le plaidoyer de l'accueil inconditionnel, et en tout cas de l'accueil digne de toutes et tous dans nos territoires, en partant du principe que les communes, certes, n'ont pas le pouvoir de pouvoir donner des titres de séjour, des visas, et pouvoir donner le statut de réfugié à des personnes, mais en tout cas, on milite pour l'accueil digne des personnes et pour que les droits humains soient respectés, euh, tout simplement. Et je crois qu'on avait été qualifié l'année dernière de puissant réseau de l'ombre dans le Figaro, ce qu'on a pris comme une grande fierté et une forme de reconnaissance d'être un lobby qui défend les droits humains. Merci Floriane. Alors il y avait une question sur le chat qui était liée donc au nombre d'hébergements d'urgence. Donc je vais la lire et puis il y avait une réponse qui a été faite par Ophélie. Donc c'était quel est le nombre d'hébergements d'urgence? Euh, Enfin, vous avez indiqué que le nombre d'hébergements d'urgence avait augmenté depuis 2015. Est-ce qu'on peut mettre ça en regard de l'évolution du nombre de demandes? Donc, la réponse d'Ophélie, c'est de dire qu'en 2015, il y avait 80 000 demandes d'asile pour 55 000 places d'hébergement dans le dispositif national d'accueil. Et en 2024, donc 10 ans plus tard, 153 000 demandes d'asile pour 110 000 places d'hébergement. Donc, on a doublé le, le nombre de places d'hébergement, mais le ratio est toujours très, très inférieur. Enfin, ça reste le même, hein. 110 000 sur 153 000 contre 55 par rapport à 80 000 demandes d'asile il y a 10 ans. Tu veux rajouter quelque chose, Ophélie? Non, juste préciser que c'est pas que de l'hébergement d'urgence. Enfin, il y a de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile qui sont, enfin, en dehors de l'hébergement d'urgence. C'est juste dire que le dispositif national d'accueil, c'est un parc qui est différencié de celui du 115 des SIAO et tout. C'est pas le même, c'est pas financé par la même mission au sein du projet de loi de finances, etc.
c'est quand même de l'hébergement d'urgence, mais juste pour clarifier, enfin, il y a des effets de vase communicants entre les deux, mais c'est pas les mêmes personnes qui gèrent ces hébergements, c'est pas la même politique publique. Et sinon, on avait une autre question pour toi, Ophélie, qu'on avait préparée. C'était concernant une population particulière des migrants, c'est les jeunes isolés étrangers. Mhm. Donc les jeunes isolés, souvent mineurs isolés. Il y a une des dispositions de la loi immigration de 2024 a été de donner aux départements le pouvoir de décider eux-mêmes de continuer d'accompagner ou non ces jeunes isolés, à leur majorité, s'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, donc au QTF. Donc, quelles seraient les conséquences de ça? Si tu veux nous dire un petit mot là-dessus. Oui, complètement. Alors, bon, je vais essayer c'est assez technique, mais je vais essayer de faire synthétique et court, enfin simple. Juste déjà savoir que les mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés, pendant qu'ils sont mineurs, ils n'ont pas besoin de titre de séjour. Ils sont par définition, en tant que mineurs, en situation régulière sur le territoire français. Cette situation, elle change quand ils atteignent leurs 18 ans. Parce que là, d'un coup, ils deviennent, enfin, quelque part, ils sont reconsidérés comme étrangers. Ils sortent de la protection de l'enfance. Ils doivent demander un titre de séjour pour pouvoir rester en situation régulière sur le territoire français. Et c'est un peu là que tout se passe. Parce qu'en gros, donc, on parle des jeunes qui ont été pris en charge par la protection de l'enfance, par l'ASE, pendant qu'ils étaient mineurs. Ils sont accompagnés pour faire une demande de titre de séjour par les associations qui les accompagnaient. Mais ils n'ont pas la même facilité à accéder à un titre de séjour selon l'âge auquel ils sont arrivés sur le territoire français. En gros, avant 15 ans, c'est simple. Avant 16 ans, c'est relativement simple. Mais pour tous ceux qui sont arrivés en France entre 16 et 18 ans, c'est plus compliqué. Enfin, il y a des titres de séjour spécifiques qui peuvent leur être donnés, mais c'est plus difficile. Et en gros, donc du point de vue de la protection de l'enfance, entre 18 et 21 ans, on peut continuer à être accompagné par l'ASE. Et c'est une disposition qui a été renforcée en 2022 par ce qu'on appelle la loi Taquet, la loi sur la protection des enfants du 7 février 2022, qui rendait obligatoire pour les départements le fait de continuer à prendre en charge des jeunes qui n'avaient pas de ressources ou de soutien familial suffisant après leurs 18 ans, après leurs 18 ans, pas forcément jusqu'à leurs 21 ans, mais en tout cas après leurs 18 ans. Donc ces jeunes-là, quand ils viennent de passer 18 ans, ils sont pris en charge par les départements dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Ça leur donne parfois le droit à une allocation financière et droit à un accompagnement social, en fait. Donc les aider à chercher un logement, à chercher une formation, un travail, etc. Donc ça, c'était un progrès qui avait été apporté, un des rares progrès de cette loi qui avait été apporté en 2022. Mais en fait, l'effet a été supprimé par la loi Darmanin le 26 janvier 2024 pour les jeunes majeurs non accompagnés. En fait, c'est la disposition qui a été introduite, c'est que donc tous les jeunes peuvent continuer à être accompagnés par la protection de l'enfance après leurs 18 ans, sauf les jeunes étrangers qui sont sous obligation de quitter le territoire français. C'est pas une obligation pour les départements de les exclure de la protection de l'enfance, mais ça leur donne la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'à présent, un mineur isolé étranger qui était pris en charge dans un établissement de la protection de l'enfance, il arrive à 18 ans, il fait une demande de titre de séjour qui n'est pas acceptée tout de suite pour tout un tas de raisons. Souvent, ils mettent quelques mois de plus en fait à remplir les conditions pour un titre de séjour. Il va faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Bah, le département peut dire ah bah non, bah dans ce cas-là, moi j'arrête mon accompagnement. Et du coup, très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'un jeune qui est en France depuis plusieurs années, qui évidemment a pris le français, qui souvent a trouvé une formation professionnalisante, souvent c'est en apprentissage, donc il a aussi un travail, il peut avoir un logement, il est, enfin voilà, accompagné, inséré socialement, va se retrouver sans droit du jour au lendemain, va pouvoir perdre son logement, perdre son emploi ou sa formation. Euh, et en fait, enfin, bon voilà, donc c'est vraiment un gâchis de tous les efforts qui ont été faits par le jeune, de tout l'accompagnement social qui a été mis en œuvre. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que très souvent, ces jeunes-là vont faire un recours contre leur EQTF et vont gagner en fait ce recours parce que le tribunal administratif va considérer que l'OQTF n'était pas fondé et qu'en fait, le temps que le tribunal administratif se prononce, le jeune remplira
les conditions pour avoir un titre de séjour. Donc, en fait, il va sortir de la protection de l'enfance parce qu'il a eu une OQTF et puis obtenir un titre de séjour et parfois réintégrer la protection de l'enfance parce que du coup, il est plus sous OQTF. Et du coup, il y aura eu plusieurs mois de rupture de droit, enfin voilà, qui peuvent vraiment réduire à néant des années d'efforts. Euh, et donc, nous, France Terre d'Asile, on porte un plaidoyer là-dessus pour faire en sorte que cette disposition soit pas mise en œuvre par les départements. Tous les départements le font pas d'ailleurs, parce que enfin voilà, ça dépend aussi du positionnement politique des départements. Et on défend que au moins pendant le temps du recours, jusqu'à la décision sur l'OQTF, l'ASE continue à accompagner ces jeunes majeurs non accompagnés. Mais c'est un très bon exemple de disposition discriminatoire à l'égard des jeunes étrangers. Évidemment, les jeunes français ne sont pas concernés et qui a aucun sens, enfin, évidemment, en termes de droits des personnes, enfin, voilà, de dignité humaine, d'accompagnement, mais également en termes de politique publique, parce qu'en fait, on se retrouve à sortir des gens d'un dispositif d'accompagnement dont ils bénéficiaient depuis longtemps et qui marchait bien, pour les réintégrer un peu plus tard, parce qu'en fait, on a eu tort sur le QTF ou sur le fait de ne pas délivrer un titre de séjour. Donc, enfin, voilà, c'est des ruptures de droit qui sont vraiment hyper dommageables. Merci Ophélie. Alors, on va commencer à passer aux questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je vais commencer par la dernière posée parce qu'elle est un peu en lien avec le sujet des mineurs isolés. Enfin, elle est totalement en lien avec le sujet des mineurs isolés même. On nous demandait qu'est-ce que tu penses enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à la Gaîté Lyrique. Alors, je ne sais pas si Ophélie, tu veux en dire un mot et sinon moi je peux aussi. Mais Oui, vas-y. carrément, mais n'hésite pas à compléter. Donc, la situation des jeunes à la Gaîté Lyrique, parce que je sais pas si tout le monde connaît très bien leur situation administrative. Mais en gros, c'est les jeunes qui sont présentés pour entrer dans la protection de l'enfance, soit à Paris, soit dans les départements limitrophes, c'est souvent aussi Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis. Donc, il faut savoir que les mineurs non accompagnés, pour entrer dans la protection de l'enfance, à l'inverse des jeunes Français, ils font l'objet d'une évaluation de la minorité et de l'isolement, qui est d'ailleurs conduite par France Terre d'Asile dans certains départements, dont Paris. On pourra aussi en parler après si vous voulez. Cette évaluation de la minorité et de l'isolement, elle consiste en un entretien, en gros, d'évaluation sociale avec des questions pour essayer de recouper le parcours du jeune avec l'âge allégué, etc. Et à l'issue de cette évaluation, l'association ou le département, parfois c'est les départements qui font directement à cette évaluation, produisent un rapport et sur la base de ce rapport, le département, en l'occurrence de Paris ou de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, prend une décision sur l'admission ou non à l'aide sociale à l'enfance. Les jeunes de la Gaîté Lyrique, c'est des jeunes alors après, il n'y a pas que des jeunes, enfin, il y a aussi des personnes qui sont dans d'autres situations de séjour, mais on va parler de cela surtout. C'est des jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs au moment de cette évaluation, mais quand ils ne sont pas reconnus mineurs à ce moment-là, ils ont le droit de saisir le juge des enfants en disant, bah voilà, j'ai pas été reconnu mineur par le département, mais je maintiens que je suis mineur et donc je voudrais être pris en charge par la protection de l'enfance. Et le juge des enfants met souvent plusieurs mois à les recevoir, à prendre une décision sur leur situation. Tous les jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs ne font pas un recours, mais sur ceux, enfin même une petite proportion, mais sur ceux qui font un recours, il y en a beaucoup qui finissent par être reconnus mineurs. Le problème, c'est que entre le moment où ils n'ont pas été reconnus mineurs par le département et le moment où le juge prend une décision, positive ou négative, ils sont dans un espèce de flou juridique où ils sont à la fois considérés comme mineurs et à la fois considérés comme majeurs. Mais en gros, comme ils se disent mineurs, ils sont souvent refusés par l'hébergement d'urgence pour adultes en disant bah non, on ne prend pas des mineurs isolés dans l'hébergement d'urgence pour adultes. Et à l'inverse, ils sont considérés comme majeurs par l'État et souvent les départements, qui du coup n'acceptent pas de les admettre dans des dispositifs de protection de l'enfance. Donc en fait, ils se retrouvent à la rue. Enfin, vraiment, c'est une situation qui a aucun sens. Enfin, ils sont vraiment victimes d'un espèce de trou spatio-temporel, de failles juridiques, nous, ce qu'on défend à France Terre d'Asile, c'est qu'en fait, il y a une présomption de minorité, qui est quelque chose, enfin, qui est un principe qui découle directement de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été interprétée par la CEDH, enfin, notamment à l'encontre de la France,
la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Et qui dit que bah, tant qu'il n'y a pas de décision définitive sur la minorité du jeune, en l'occurrence, ça serait le juge des enfants chez nous, le jeune doit être considéré comme mineur, même s'il y a une première décision du département, et que donc il doit être pris en charge en tant que tel. Donc en fait, nous, ce qu'on défend, c'est que les jeunes de la gaieté lyrique qui soient placés dans des dispositifs de protection de l'enfance, d'hébergement, enfin voilà, jusqu'à la décision du juge des enfants, donc ce qui peut durer 6-8 mois. Ce qui est compliqué dans cette affaire, notamment à Paris, sur la gaieté lyrique, mais en fait c'est le cas dans toutes les métropoles de France, je pense que Florian pourra en parler aussi, c'est que ni la ville, enfin ni le département, ni l'État ne veulent financer la prise en charge de ces jeunes. Euh, En fait, l'État dit ils sont mineurs, ce qui est marrant parce que l'État veut pas appliquer la présomption de minorité, mais en tout cas ils disent c'est des mineurs, enfin c'est des mineurs, donc c'est le département qui doit s'en charger. En l'occurrence à Paris, c'est la ville et le département, c'est la même chose. Et la ville dit, bah on les a évalués majeurs, donc jusqu'à ce que le juge dise le contraire, c'est des jeunes majeurs sans papier, donc c'est l'État qui doit les héberger. Euh, il y a certaines métropoles, je pense notamment à Lyon, où l'État et la métropole, donc le département, ont réussi à se mettre d'accord pour financer à deux des dispositifs de prise en charge de ces jeunes. Donc, ça s'appelle la station à Lyon, c'est 50% État, 50% département. Il y a d'autres exemples en France. À Paris, en réalité, il existe aussi des dispositifs de prise en charge. Par exemple, France Terre d'Asile, on gère un dispositif de 100 places qui est financé par l'État, donc qui est considéré comme un dispositif pour jeunes majeurs très vulnérables, qui sont en fait des jeunes qui ont été évalués majeurs et qui pour la plupart sont en recours, donc dans la même situation que les jeunes de la gaieté lyrique. Mais voilà, c'est 100 places, ce qui est insuffisant au regard des besoins. Il y avait un dispositif qui était géré par l'Armée du Salut aussi à Paris jusqu'à récemment, je crois, de 50 places, le CHU Émile Zola, qui a fermé récemment. Donc, c'est une situation, là, c'est très visible parce que c'est la Gaîté Lyrique, mais c'était la Maison des Métallos cet été, c'était le parc de Belleville avant. Enfin, c'est une situation qui dure depuis des années, en fait, et qui est très visible à Paris, mais qui existe dans toutes les villes de France et voilà, auquel, pour l'instant, aucun pouvoir public ne cherche à trouver de solutions vraiment durables, en tout cas. Merci Ophélie. On a une autre question qui porte sur la santé psychique des personnes migrantes. Enfin, ça serait intéressant de savoir de votre part, est-ce que c'est un problème important? Quelle proportion ça concerne les, Euh, les concernés? Et puis, quel est le recours aux soins, quoi? C'est ça la question centrale. je veux bien répondre pour le côté municipalité, collectivité. Au début du mandat, nous, on a fait on a demandé, on a la chance d'avoir une association qui s'appelle Paroles sans frontières, qui est constituée de psychiatres et de psychologues qui sont spécialisés dans les traumatismes liés à l'exil et donc qui reçoivent, enfin, qu'on finance, hein, bien sûr, mais qui travaillent vraiment pour cette spécificité-là. Et qui nous a fait une étude, enfin, on les a financés pour qu'ils puissent faire une étude de la prise en charge de la santé mentale sur le territoire. Bon, rien de surprenant à dire que c'est défaillant et que la psychiatrie n'est pas la politique publique la mieux prise en charge, enfin de santé publique en tout cas, la mieux prise en charge en ce moment en France. Et donc du coup, bah, les personnes les plus vulnérables en pâtissent en premier. Mais néanmoins, enfin, le besoin, il est énorme et il est, pour ainsi dire, pour toutes les personnes. Enfin, une des recommandations que Paroles sans frontières nous a fait, c'était presque ça devrait être obligatoire, en fait, une prise en charge psy, même si les personnes après demandent, enfin, expriment qu'elles n'en ont pas besoin ou autre. Mais tant sur le traumatisme du départ que sur le traumatisme lié au parcours donc du voyage et le traumatisme aussi de l'arrivée, la désillusion et en tout cas le côté bah en fait je pensais qu'en arrivant les choses allaient se régler et pas du tout. Et bah tout ça ça mérite une attention particulière et une prise en charge qui aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur. Parce que nous, même dans les CMPP, donc bah, je ne sais plus ce que ça veut dire comme acronyme, mais en gros, le côté santé publique de ville, mais spécifique et où, en tout cas, les personnes ne payent pas ou quasiment pas la consultation. Les temps d'attente sont de quasiment 1 an.
voire à certains moments 1 an et demi. Et donc, centres médico-psychologiques, merci. Et donc, on voit que en fait, 1 an et demi, c'est vraiment une file d'attente beaucoup trop importante. Et ça, je dis ça pour Strasbourg. Pour Paris, j'ose même pas imaginer la durée d'attente qu'il peut y avoir. Et d'autres territoires tendus. Je pense à Marseille aussi, où ça doit être encore plus long. Donc les besoins sont criants, la prise en charge est très 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 insuffisante. Et en tout cas, voilà, nous c'est ce qu'on cherche à le développer de plus en plus. À la trêve, le centre de répit et l'idée que je vous parlais tout à l'heure, on fait des permanences de psy pour pouvoir en tout cas permettre cette écoute-là. Mais oui, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et je pense que c'est pas du tout dans les priorités gouvernementales actuelles, ni même passées en fait. Pour le coup, personne n'en parle et, euh, et beaucoup de choses sont mises sous le tapis. En tout cas, enfin, ouais, il y a un désintérêt global, je pense, des pouvoirs publics. Merci Floriane. Alors une autre question qui je pense peut s'adresser aux deux. Tu voulais compléter, Ophélie? Non, 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 pas de problème. Passons à la question suivante. Enfin, je pense que l'essentiel a été dit. Voilà. Ouais. Ok. Alors, on nous a demandé si vous aviez été confronté à des attaques de l'extrême droite pour les actions que vous menez l'une et l'autre en faveur des personnes en exil. Et puis, je vais la coupler avec une autre question qui pourra vous intéresser toutes les deux, je pense. C'est comment est-ce qu'on gagne la bataille culturelle et la bataille dans le débat médiatique surtout. Et notamment, est-ce que on a vu hier que le film L'histoire de Souleymane a reçu pardon, plusieurs prix au César. Est-ce que est-ce que le cinéma ou plus globalement l'art, en fait, peuvent être des leviers pour gagner cette fameuse bataille culturelle? Je peux répondre sur la question extrême droite dans un premier temps. Donc la réponse est oui. On a été attaqué, nous, alors, enfin, pas nécessairement de manière physique, mais France Terre d'Asile, notamment, on a un de nos centres d'accueil pour demandeurs d'asile qui a été tagué avec des rentrées chez vous et compagnie. Pour le coup, on a sollicité enfin, l'appui des pouvoirs publics pour répondre, porter plainte, etc. Et à l'endroit où on était, c'était relativement, c'était le cas d'Adbègle, donc Harmonie le Cerf a peut-être ça en tête, mais l'appui des pouvoirs publics et de la préfecture, pour le coup, était ok. Enfin, je veux dire, on a eu une réponse, quoi, mais c'est vraiment pas toujours le cas. Et je pense que tout le monde a en tête les exemples de Calac et de Saint-Brévin, et notamment enfin, l'exemple du maire de Saint-Brévin, enfin, de Saint-Brévin, où il y a eu des manifestations organisées par l'extrême droite venues de toute la France pour faire faire échouer le projet d'accueil, ce qui a fini par réussir parce que la municipalité se retrouvant tellement sans le soutien des pouvoirs publics jusqu'à l'incendie du domicile du maire que, enfin voilà, il a démissionné, quitté la ville et le projet d'accueil alors, je confonds peut-être Calac et Saint-Brévin. Je sais qu'il y en a un des deux qui a fini par ouvrir. Je sais plus enfin avec justement la persévérance de la mairie. Je me demande si c'est pas Saint-Brévin, mais après. Mais en tout cas, il y a un immense, enfin, il y a un problème croissant, clairement, de violence de l'extrême droite qui vise les projets soit d'accueil déjà existants, soit d'ouverture de dispositifs d'accueil, avec en général une opposition qui est pas du tout locale ou qui est très minoritaire au niveau local, mais qui est organisée par les groupuscules d'extrême droite au niveau de toute la France, enfin groupuscules et partis comme Reconquête, qui vraiment en gros affrètent des bus de militants quoi pour venir faire des manifestations violentes et très impressionnantes en laissant penser que c'est les habitants qui veulent pas de ces lieux d'accueil, ce qui est souvent tout à fait faux. Et il y a un gros sujet à la fois enfin je pense qu'il y a un énorme sujet pour la société civile et les autres parties, c'est-à-dire d'afficher du soutien, de venir soutenir ces projets d'accueil, un sujet à ce que l'État assume en fait aussi une politique d'accueil qui est la sienne, c'est-à-dire que quand il y a un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui s'apprête à ouvrir quelque part, il est financé et soutenu par les autorités nécessairement. Donc ça veut dire que c'est aussi certes aux municipalités, mais à l'État de venir défendre en fait, enfin voilà, l'ouverture de ces places d'hébergement et de venir protéger évidemment les associations qui s'apprêtent à les ouvrir.
Je pense que c'est hyper important. Enfin, nous, on travaille de plus en plus, la société civile, les associations, entre nous, à se protéger des attaques de l'extrême droite et aussi à se soutenir mutuellement. Et la question du soutien physique, quand il y a des manifestations, et la question du soutien en ligne aussi, quand il y a des raids de l'extrême droite contre certains comptes, je pense au planning familial, à la CIMAD, qui en ont beaucoup souffert. C'est hyper important. Donc ça, je pense que enfin voilà, c'est quelque chose auquel chacun, chacune peut participer. Et sur un autre, beaucoup plus récemment, nous, on a été victimes, mais comme tout un tas de journalistes, d'avocats et d'autres associations, du magazine Frontières, qui est le nouveau livre noir, qui est une publication d'extrême droite, il me semble mensuelle, enfin, qui est très récente et que j'ai découverte moi à cette occasion, mais qui en gros a sorti un hors-série d'une centaine de pages sur toutes les formes, tous les organismes qui favorisent en gros l'immigration en France et avec des propos extrêmement violents à l'encontre, bon, et puis des informations erronées dans tous les sens évidemment, mais des propos extrêmement violents surtout à l'encontre des journalistes et des avocats, mais aussi des associations qui citent toutes les associations, le nom des dirigeants, etc., enfin qui visent vraiment à faire peur. Donc, il y a certaines associations qui vont vraisemblablement apporter une réponse juridique. Nous, on a décidé aussi de ne pas donner trop de visibilité à cette publication, enfin, parce que, ouais. Donc, voilà, pour répondre sur cette dimension-là, et on s'attend, enfin, je pense que toutes les associations et tous les politiques essayent de renforcer leur capacité à répondre à des attaques de l'extrême droite, que ce soit des attaques symboliques, ce qui reste le plus souvent le cas, ou des attaques physiques, comme ça peut être le cas, nous, sur notre CADA, également sur le planning familial, autour enfin, à Calac, à Saint-Brévin, mais en fait, il y a plein d'autres exemples en France qui n'ont pas nécessairement été autant couverts par les médias. Et ouais, je pense que ce qui est hyper important, c'est la réponse judiciaire, évidemment, le soutien des pouvoirs publics et puis la solidarité entre, euh, entre associations, municipalités accueillantes. Florian, tu veux compléter Oh. cette question? Oui, bah, Vas-y. moi, j'ai pas été directement cible de l'extrême droite, mais je suis d'accord avec Ophélie, c'est quand il y a l'installation d'un centre d'hébergement, quelle que soit sa fonction, il y a une mobilisation en fait, qui est une mobilisation des riverains, certes, mais qui est largement instrumentalisée par l'extrême droite. Et du coup, moi, j'ai fait des réunions publiques où on identifie les petits militants RN, qui sont d'ailleurs tout bien, tout propres. Hein, ils sont pas, c'est pas des skinheads avec des gros tatouages de croix gammée sur le crâne. C'est plutôt le petit col blanc, le petit col repassé, la petite chemise, et avec des propos qui attisent la peur, qui sont enfin voilà, les propos qu'on entend, mais du coup des personnes qui prennent la parole et qui instrumentalisent fortement bah, du coup les riverains tout en faisant peur. Et puis et du coup même les personnes, enfin pour cette réunion publique, donc là c'est ce qui s'est plutôt bien passé, 250 personnes réunies, je pense une quinzaine de RN. Et, euh, et du coup, en fait, comme ce climat de peur était un peu en escalade, les personnes qui étaient pour le projet, ou en tout cas qui étaient venues pour pouvoir le soutenir, osaient moins prendre la parole. Et en fait, c'est vraiment ce truc de cette peur qui même bâillonne un petit peu les personnes qui pourraient enfin, qui pourraient être favorables sur certains projets. Donc là, c'est aussi notre rôle, nous, en tant qu'élus, hein, et représentants des institutions, de pouvoir porter ces messages haut et fort et de pas céder, même si bah, pour les petites communes c'est hyper compliqué, que ce soit à Calac ou à Saint-Brévin, ça a pris des proportions énormes. Et donc là, il y a un risque, enfin voilà, c'est très très compliqué. Et je pense que du coup, en faisant cette petite musique, bah, le RN a gagné une sorte de bataille culturelle, hein, même avec le fait que la moitié de l'échiquier politique maintenant reprenne ces termes submersion et autres pour parler de l'immigration, ou même la loi Asile-Immigration qui a été faite par un gouvernement dit de centre droit l'année dernière, enfin le RN n'aurait pas fait mieux. Euh, et donc ça pose la question de quel investissement on met, nous aussi, dans cette bataille culturelle, pour reprendre la question qu'il y avait après, et
quel investissement on met, quel argent on met aussi dans le financement de ces projets, parce qu'en fait, ça va se passer aussi là-dessus. Euh, et là, on est parfois un peu plus démunis quand on voit que l'extrême droite a un projet Périclès avec des millions et des millions d'euros qui sont fléchés pour pouvoir faire gagner l'extrême droite, mais du coup aussi sur la question des étrangers et des personnes en migration. Et ben, nous, à côté, voilà, on peut passer pour un peu gentillet et parfois bisounours par certains, enfin vu comme tel, alors que ce qu'on défend, ce que je dis toujours, hein, je défends pas particulièrement les droits des uns par rapport aux autres, je défends les droits humains et les personnes migrantes sont des humains comme les autres et ne doivent pas être traitées différemment que tout un chacun. Merci Floriane, merci Ophélie. Donc là, maintenant, il est 11h30 passé. On va conclure le webinaire. On vous remercie tous d'avoir participé. Je rappelle que l'enregistrement sera mis à disposition dans les jours qui viennent et on aura un autre brunch radical dans une semaine. On vous donnera des détails cette semaine sur le thème exact. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à Merci toutes les deux. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.